honnête respect. Merci de nous accueillir chez vous et merci de prendre le temps de vérifier les vidéos, de les écouter, de les partager et surtout de les commenter. Comme d'habitude, c'est avec un plaisir que je joins ma voix, que je joins ma conviction de la défense des droits de la personne pour parler de sujets profonds, difficiles par moments, mais qui sont nécessaires à notre réveil, surtout sur le continent Alkebulan et au milieu de nos frères afro-descendants et de nos sœurs afro-descendants et de tout individu qui croit en la dignité, la justice et l'empathie. Pour ne citer que ces éléments essentiels au devenir de tous les peuples du monde. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission assez spéciale parce que nous traitons d'un sujet d'actualité, une situation qui ébranle, une situation qui pousse aux réactions rapides mais combien important. On parlera lors de cette conversation avec notre invité qui est un homme remarquable et qui lui-même aussi a cette responsabilité de la parole et de l'éveil. Nous allons rencontrer un Béninois, un frère, Jules Djossou. Il est enseignant et auteur du livre Autopsie d'une démocratie en berne qui est publié chez Harmattan en France. Il est promoteur de web médias Biafrica, Web TV et il est observateur de la vie politique en Afrique. Donc, on va le recevoir parce qu'il faut absolument que nous parlions d'un dossier brûlant, d'un enlèvement d'un citoyen, d'un militant, d'un journaliste et producteur d'informations. Nous parlons de Steve Amoussou, qui est plutôt connu sous le nom de frère Humvi et qui a été malheureusement enlevé par des hommes armés. Il a été cagoulé et pris du Togo vers le Bénin. Et comme c'est un homme de conviction, un militant patenté, un homme qui n'a foi aux yeux et qui a dénoncé de toutes ses forces, tout comme le fait Kémy Séba à certains égards, et qui continue de le faire sur la toile, son gouvernement actuel en la personne du chef de gouvernement, Monsieur Patrice Talon. Nous mettons l'accent sur le fait que certaines informations ne sont pas encore connues. Alors, ayez en tête qu'on ne parlera conditionnel, mais comme notre objectif, le but de cette chaîne est justement d'assurer la fraternité, de mettre en branle et tangiblement ce qu'on appelle la camaraderie, le panafricanisme des peuples kémites de partout dans le monde. Alors, nous tenions absolument à faire cet entretien-là afin que vous soyez au courant de ce qui se passe avec le frère Humvi, que nous souhaitons être toujours en vie. Nous devons aussi faire un travail de mémoire parce qu'il faut ramener notre jeunesse sur des faits historiques qui devraient les inspirer à faire mieux et à se mettre debout. Ils doivent aussi se rendre compte que le travail pour la justice, pour la paix, pour la dignité des peuples n'est pas un travail facile. Et ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail fort souvent de toute une vie. Et les conséquences sont très importantes. Donc, cette émission est dédiée entièrement au frère Humvi et sa famille et essentiellement et naturellement à Lowensky Pierre-Antoine. Les deux ont été enlevés la même date, le 12 août, dans le cas de Lowensky Pierre-Antoine qui fut un activiste, un militant très connu en Haïti dans les années 90 et autres. Il fut un militant politique et des droits de la personne. Il a été à la tête de la Fondation 30 septembre. Il a aussi eu le courage de pousser pour la justice, la reconnaissance, tous ces Haïtiens qui ont été tués, massacrés, violés, à cause du coup d'État de 1991. Il a poussé à ce que certaines personnes voient au moins une lueur de justice. Et en 2004-2006, il a eu le courage d'annoncer sa candidature à l'élection qui allait se dérouler pour devenir sénateur de la République d'Haïti. Et quelques temps après, même pas longtemps, il a été enlevé. On a voulu faire passer l'enlèvement pour un truc gangstérisme, donc on a demandé une rançon de 300 000 $ américains et depuis lors, les parents, la femme de Lowensky Pierre-Antoine n'a plus eu nouvelle de
son mari. Donc, une disparition qui pèse lourd sur la réalité haïtienne, sur le militantisme haïtien et sur la détermination de l'homme. Parce que j'ai eu la chance, moi, de le rencontrer. J'ai eu la chance de parler avec lui. Et cet homme-là est d'une vivacité d'esprit, un homme de conviction qui aime, parce que je refuse de parler de lui au passé, qui aime éperdument le peuple haïtien et qui voyait en ce peuple-là un génie humain et qui a tout fait à sa façon, à ses limites, pour défendre les droits de la personne de ce peuple. Le droit qui a été longtemps bafoué par tous ces imbéciles qui ont eu le pouvoir et qui ont malmené le peuple haïtien pour leur propre bénéfice. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre le dossier du frère Mvi à travers cet échange-là avec notre invité du jour, Monsieur Jules Jotsu. Donc, il nous apparaît important pour conclure de dire que nous avons une certaine responsabilité, nous avons ce devoir non seulement de mémoire, mais aussi d'action, car la vie humaine est importante. Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion, quel que soit le genre, quelle que soit la conviction de tout individu. Notre devoir est d'assurer la vie sur cette terre, d'assurer une vie pleine et entière, une souveraineté aux frontières et partout, et surtout la capacité de décider pour soi et pour son peuple. Alors, nous avons eu cette chance-là d'échanger avec notre frère Jules et nous allons continuer cette démarche-là afin que nous ayons une idée claire, voire définitive du sort du frère Mvi. Alors, bonjour et bonsoir mes chers téléspectateurs, amis et supporters. Comme j'ai eu à le dire dans l'introduction, je rencontre un homme extraordinaire qui a été vraiment aimable avec son temps parce que l'invitation a été lancée de façon impromptue sur un dossier assez chaud qui, je vous dis clairement, bouge et fait bouger la toile parce que c'est une situation très préoccupante. En fait, ce qui arrive, comme j'avais dit auparavant, j'ai toujours voulu avoir rencontré un Béninois ou Béninoise de cœur, parce que vous savez aussi, Haïti, beaucoup de nos ancêtres ont été déportés pour servir les Yamnaya, ou du moins être esclavagisés sur ce territoire-là, cette terre. Même loin, on garde encore ce lien de cœur, ce lien de sang aussi, à bien des égards. Et donc, c'était un plaisir pour moi de rencontrer le frère Jules, et qui est, je vous le rappelle, un enseignant et auteur du livre Autopsie d'une démocratie en berne, qui est publié chez Harmattan en France. Il est promoteur de web média Be Africa Web TV et observateur de la vie politique en Afrique. Donc, on le rencontre aujourd'hui et merci Jules, comme tu sais déjà, la chanson, je vais vous tutoyer durant toute cette interview pour justement nous rappeler cette fraternité et le fait aussi de traiter tous mes invités dans ce souci d'équité. Alors, Jules, comment est-ce que tu vas? Je me porte très bien et merci de cette confiance, de m'inviter sur votre plateau et de partager avec grande modestie, bien sûr, ce que je sais sur l'actualité au Bénin ou dans la sous-région. Donc, je suis vraiment très heureux de partager ce plateau avec vous et je profite d'ailleurs pour saluer tous vos internautes qui vont suivre cette émission. Espérons-le aussi saluer tes internautes parce que je sais que aussi tu es très, 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 très actif sur la toile. Mais sans tarder, peux-tu situer certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler du Bénin? En ce qui nous concerne Haïti, tout le monde sait que le Bénin se trouve sur le continent Kéboulan. Mais disons pour les personnes qui ne savent pas, juste un petit mot pour situer le Bénin que j'ai le plaisir de visiter, de connaître et d'aimer la bouffe et tout ça. Pour donner une petite idée, vu que le Bénin est quand même un tout petit pays dans le monde, beaucoup ne savent pas où se trouve le Bénin. Donc, on parle souvent du Nigeria. Le Nigeria qui est un très grand pays. Et si on parle du football, le Nigeria est connu donc aux quatre coins du monde. Quand on parle du Nigeria, les gens arrivent tout de suite à mettre une idée sur le pays. Donc, le Bénin est un pays qui est tout juste à côté du Nigeria. On a comme d'autres pays qui sont à côté. On a le Togo, on a le Burkina Faso et le Niger. Donc, c'est un pays qui est dans le golfe de Guinée.
donc qui est en Afrique de l'Ouest et qui fait partie d'une organisation sous-régionale qu'on appelle la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Donc, si on veut situer le Bénin sur une carte, donc c'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest, pas très loin du Sénégal, même si on ne partage pas de frontières, mais c'est dans une même area géographique. Et donc, le Bénin est connu surtout et à travers le monde pour le vaudou. Dès qu'on parle du Bénin, les gens disent « Oh, vaudou !» Mais il y a autre chose. On va y revenir parce que je le dis à presque tous mes invités, vu que l'Afrique, le continent Alkebulan est un continent qui nous est très cher et on essaie de faire ce pont-là avec tous les Afro-descendants et descendantes. Donc, on va y revenir pour parler d'autres choses que j'espère. Mais pour l'instant, on va rester sur vraiment les éléments sociopolitiques qui fait en sorte que on se sent carrément concerné par ce qui se passe. Chaque fois que j'essaie d'avoir des frères ou des sœurs béninois pour discuter de la situation politique, la réponse a toujours été Darlène, on n'est pas prêt parce qu'il y a cette peur-là, on est intimidé, on pense que les membres de nos familles pourraient éventuellement être victimes d'exactions par des autorités. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'il y a une exagération dans ces propos-là? Vous me permettez, avant de répondre à cette question, de replacer le Bénin, parce qu'on veut parler de Bénin politique. N'oubliez pas que le Bénin a connu une période dictatoriale, comme la plupart des pays africains d'ailleurs, du général Kérékou pendant environ 27 ans. Donc, après 27 ans, les Béninois se sont révoltés en 1989 et dans un certain orgueil, les Béninois se sont réunis et ce qu'on a appelé le génie béninois et sans effusion de sang, on a organisé une conférence nationale pour redéfinir les règles de vivre ensemble. Et ces règles de vivre ensemble ont commencé, je vais dire, en 1990. Donc, de 1990 jusqu'en 2016, pratiquement sur 30 ans, le Bénin a été un pays pratiquement pacifique. On a organisé des dizaines d'élections, aussi bien présidentielles comme législatives, sans qu'il y ait de bagarres, sans qu'il y ait de morts. Donc, ça fait que le Bénin est connu en Afrique comme un exemple de démocratie. Donc, c'est pour situer un peu le Bénin politique avant l'arrivée du président actuel qui est Patrice Talon. Donc, en 2016, dans une certaine euphorie, le président qui l'a précédé, Yahi Boni, a fait 10 ans. Ça fait 2 mandats consécutifs parce que la Constitution limite le nombre de mandats au Bénin. Tu peux faire 2 mandats au maximum. Donc, Yahi Boni a fait 2 mandats et au terme de ces 2 mandats, les Béninois ont estimé qu'il faut un grand changement. Et ce grand changement nous a amené à l'élection de Patrice Talon en 2016. Donc, sur la base des promesses qu'il avait faites, on avait espéré qu'il puisse tout faire pour pouvoir garantir cette démocratie que tout le monde apprécie au niveau de notre continent. Mais malheureusement, ça a duré 2 ans, la calmie, et puis après, ça a totalement dégénéré jusqu'à aujourd'hui. Au fait, Patrice Talon, à un moment donné, a essayé d'introduire une révision de la Constitution pour apporter un certain nombre de réformes. Malheureusement, les députés qui étaient à l'Assemblée nationale n'ont pas accompagné cette révision-là, estimant que les raisons évoquées n'étaient pas assez pertinentes pour aller de l'avant. Je pense que le président Patrice Talon a mal pris ce rejet de l'Assemblée nationale et à partir de là, il a changé radicalement sa façon de gouverner. Et un de ses ministres, l'ancien ministre de la Justice, a même déclaré en ce moment-là que à partir de ce moment-là plutôt qu'ils vont faire la politique avec la ruse et la rage. Donc la politique de la ruse et la rage nous a conduit là où on est aujourd'hui et ça a fait que à l'élection législative de 2019, pour la première fois au Bénin depuis 1990, on a connu des morts au Bénin. C'est-à-dire l'armée est sortie et a tiré à balles réelles sur des Béninois. Ce qui est incompréhensible dans l'histoire de notre pays parce que on va même dans les années 60, tout juste après l'indépendance, le Bénin appelé en ce moment Dahomey était étiqueté comme l'enfant malade de l'Afrique parce que pratiquement on avait des coups d'État tous les 6 mois. Pendant ces coups d'État-là, les militaires qui faisaient ces coups d'État-là faisaient tout pour préserver l'intégrité du président ou de ses collaborateurs. Donc, on a eu plusieurs coups d'État, mais on n'a pas eu de mort parce que les Béninois avaient vraiment un attachement à la vie humaine et on faisait tout pour pouvoir préserver la vie humaine. Donc, quand les événements de 2019 se sont produits, personne n'a compris comment nous, Béninois, on est arrivé à ce niveau où l'armée a été capable de tirer à balles réelles sur des citoyens béninois. Donc, pour en revenir à votre question, c'est normal parce que à partir de ce moment, la peur
peur s'est installée dans la mémoire au sein du peuple béninois parce que les gens n'arrivaient plus à comprendre. Si je disais que ce qui se fait n'est pas bon, est-ce qu'on va venir m'arrêter? Est-ce qu'on va, si je suis pas au pays, est-ce qu'on va inquiéter mes parents, mes amis? Donc c'est ça qui justifie ce que vous étiez en train de dire. C'est pour ça que tout le monde est un peu caché. Les gens ne veulent pas s'exprimer sur des questions politiques de peur de subir des représailles. Donc voilà un peu ce que je veux vous dire par rapport à votre question et pourquoi les gens sont un peu réticents quand on les invite à s'exprimer sur les questions du Bénin. Alors, peux-tu nous rappeler au moins 2 ou 3 points ou articles que M. Talon voulait revoir dans la Constitution? Est-ce que c'était un changement radical qui fait que les législateurs ont dit non, on ne rentre pas du tout dedans? Quels sont les éléments auxquels il s'y tenait pour demander justement une réouverture de la Constitution? Ok, l'un des éléments les plus importants, c'est qu'il avait dit pendant sa campagne électorale qu'il venait pour faire un seul mandat de 5 ans. Or, dans la Constitution, c'était, je l'ai dit tantôt, c'est tu peux faire, quand tu es élu, tu peux faire 2 mandats. Mais lui, il avait dit pendant sa campagne qu'il voulait faire un mandat et qu'il va prouver aux Béninois qu'on est capable de faire le travail en un seul mandat. C'est sur cette promesse que les Béninois l'ont accompagné pour l'élire. Maintenant, quand il est venu, en voulant faire sa réforme constitutionnelle, il a estimé qu'il veut inscrire cette réforme-là dans la Constitution. Et les gens se sont dit, on n'est pas obligé parce que ça, c'est une volonté personnelle. Si tu veux faire un mandat et puis tu ne te présentes plus pour ta réélection, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Donc, tu n'as pas besoin d'évoquer ça pour pouvoir poser ça pour une révision constitutionnelle. Donc, ça fait un des points d'achoppement. Un autre élément, même si ce n'est pas si important, ils ont parlé de la peine de mort, que le Bénin, l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Mais ça fait plus de 50 ans au Bénin, on n'a plus exécuté personne. Même si pendant la période révolutionnaire, on avait condamné les gens à mort, mais on finit par communier ces peines en perpétuité. Donc les gens, c'est pas une raison pertinente pour aller à une révision constitutionnelle. Il a parlé de la promotion des femmes qui va inscrire dans la Constitution, qui va faire la promotion. Les gens ont dit, tu n'as pas besoin de l'inscrire nécessairement. Si tu veux nommer des femmes dans ton gouvernement, tu as formé un gouvernement, tu as mis 3 femmes, 17 hommes. Tu n'as pas besoin de la Constitution pour faire une parité 50-50, 50 femmes et 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc, les raisons n'étaient pas vraiment pertinentes, mais surtout, les gens pensaient qu'il y avait une intention cachée derrière cette volonté de réviser la Constitution. Donc, ça n'a pas fait l'unanimité dans l'opinion. C'est pour ça que les gens ont fait un blocage et l'ont empêché de réviser la Constitution en ce moment-là. Alors maintenant, les gens ont peur, les gens sont intimidés. J'ai écouté un certain colonel Tawes, monsieur Pascal Tawes, qui démontrait que il y a des gens qui veulent simplement déstabiliser le Bénin et donc qui, comme ça, pour leur plaisir, disent du mal du gouvernement, qui essaient de démoniser le président Talon. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et sur quoi basons-nous pour dire que effectivement il y a raison d'avoir peur, au-delà de ce que les militaires ont eu à poser comme action sur le peuple béninois? Je n'ai pas suivi l'intervention du colonel Tawes que je connais très bien, mais la réalité c'est quoi? J'ai parlé des tueries de 2019. La réalité c'est quoi? Depuis 2019, les 2 opposants majeurs au président sont en prison et ils ont été condamnés sur des prétextes totalement fallacieux. Par exemple, un professeur d'université qui est Joël Aïvo, c'est un professeur d'université qui en 2021 a estimé qu'il voulait aller aux élections et il a organisé à travers le pays, il est allé présenter un peu sa vision du Bénin. Il a parcouru le pays et quelqu'un comme lui, on l'a accusé de vouloir organiser un coup d'État avec 1 million de francs CFA comme environ $2,500. Donc, c'était ridicule comme argument. On l'a accusé aussi de blanchiment de capitaux. Mais quand on parle de blanchiment de capitaux, c'est que soit vous avez saisi sur le compte de la personne de l'argent ou vous avez eu des traces des transactions illicites. Mais on n'a jamais apporté des preuves comme quoi ce monsieur était impliqué dans un tel trafic. Donc, ça, c'est un cas. Je vais vous donner un exemple pourquoi les gens ont peur. Pendant les élections de 2021, du fait que les 2 candidats majeurs qui pouvaient faire vraiment le poids contre Patrice Talon ont été exclus des élections. Les gens ont manifesté. Les gens ont manifesté et puis il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés. Ces jeunes-là, je vais vous donner l'exemple d'une jeune dame qui a peut-être, je ne sais pas, elle a 21, 22 ans environ, qui a écrit sur Facebook 5 ans, c'est 5 ans. Je vous explique pourquoi elle écrit ceci. Patrice Talon a été élu, la Constitution du Bénin dit, vous êtes élu pour 5 ans. Donc, vous ne pouvez pas, quand au moment où vous êtes élu, la Constitution sur laquelle vous êtes élu a
dit 5 ans. Mais au cours de son mandat de 5 ans, il a pu modifier des lois pour se donner une prolongation de 45 jours. Cela veut dire finalement, il veut faire 5 ans, 45 jours. Et les gens ont dit, le tigre ne peut pas programmer sa tributure. Donc, même si tu fais une révision, il faut attendre le prochain mandat. Ça peut s'appliquer au prochain président, mais ça ne peut pas s'appliquer à toi-même. Donc, ça, c'est les choses quand même faciles. On n'a pas besoin de sortir de Sorbonne et d'être un juriste de grand niveau pour comprendre ça. Donc, les jeunes qui ont dit, donc, il y avait un slogan qui était né et qui était 5 ans, c'est 5 ans. Pour rappeler à Patrice Talon et ses amis qu'il a été élu pour 5 ans, il faut qu'il fasse 5 ans, il ne peut pas jouer les prolongations. Donc, je disais, il y a une jeune fille qui a écrit ça sur sa page. Pour ça, on l'a enfermée pendant 18 mois. Et on a des dizaines d'autres jeunes qui ont été arrêtés dans les mêmes conditions. Certains ont fait 3 ans, 4 ans. Certains n'ont même pas eu droit au procès pendant 4 ans. Et donc, dans ces conditions, quand on pose de ces actes en dehors de toute légalité, sans aucune consistance juridique, ça, c'est normal que la terreur s'installe dans la mémoire collective chez les citoyens. Du moment où tu prends la parole pour dire que tel acte que vous posez au nom du pays n'est pas juste, on peut venir te prendre. On va revenir plus tard sur le cas le plus récent, mais j'essaie de vous rappeler un certain nombre de faits que nous avons connus, ces faits-là qui ont instauré cette peur dont les gens vous ont parlé ou vous entendez un peu partout. Je voulais absolument t'amener vers l'explication de tout ça parce qu'on entend différents sons de cloche. Alors moi, je me dis, en n'étant pas béninoise et pas vivre sur le territoire de façon consécutive, donc il y a certaines choses qui m'échappent. Donc il fallait que je t'amène à expliquer ça, que les gens puissent comprendre ce qui se passe réellement, très vraiment dans ce qu'on appelle un certain militantisme par rapport au gouvernement, un certain bras de fer, je dirais aussi, de la population, de certains membres de la population qui pensent que c'est normal et c'est nécessaire de mettre à jour les exactions, ce qui se passe et les critiques par rapport à une meilleure gouvernance que le pays pourrait avoir. Alors, de ce fait, il y a un journaliste et producteur d'information, son nom c'est Steve Amoussou, parce que je voulais pas massacrer le nom avec la prononciation et tout ça. Donc, Steve Amoussou, connu sous le nom de Frère Humvi. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, Frère Humvi, oui. Frère Humvi. Alors, lui, il a passé son temps, j'ai eu le temps d'analyser ses propos. Et on va aussi passer quelques extraits de ses interventions pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir une idée de qui il est. Il pourrait aussi aller visiter sa chaîne YouTube. Il fait énormément d'interventions par rapport à ça. Je vais vous dire très sincèrement d'une clarté intellectuelle extraordinaire, remarquable, avec un style très poétique aussi. Il raconte des figures de style extraordinaires. En tout cas, vous allez faire ce travail-là vous-même pour l'écouter. Avez-vous, comme moi, remarqué qu'une habitude s'est installée au Bénin? Désormais, tous les événements majeurs se soldent systématiquement par une ou plusieurs pertes en vies humaines. Où sont les conclusions de l'enquête? Jamais vous n'entendrez ce genre de sujet en débat à l'Assemblée nationale. Quant à la libération de nos otages politiques, Rekiat Madougou, Joël Aïvo, Thibaut Ogou et tous les autres, vous comprenez que nous n'avons rien à attendre de ces gens. Il a été enlevé la nuit du 12 août. Pourquoi je tenais absolument, et je remercie les ancêtres de nous avoir mis en contact, Jules, très sincèrement, parce qu'il y a un frère haïtien du nom de Lovensky Pierre-Antoine, qui a vécu le même sort, qui s'est fait enlever le 12 août, donc l'anniversaire de ce kidnapping vient à peine d'être passé. Donc je voulais aussi dédier cette démarche-là en son nom parce que malheureusement pour la famille et tous les Haïtiens qu'il a aimé le manque parce qu'on n'a jamais retrouvé son corps, ses parents n'ont jamais pu préparer des obsèques dignes du nom. Donc j'ai voulu amener ces deux personnages qui font un travail de réveil de conscience, d'analyse politique et qui aussi, d'une certaine façon, militent pour les droits de la personne. Alors, peux-tu nous remettre en contexte de cet enlèvement-là pour qu'on puisse continuer avec cette situation et discuter et voir dans quelle mesure? Je partage quand même cette peine. Quand chaque fois que ça touche quelqu'un, on n'a pas besoin de connaître la personne, mais surtout que des jeunes, des combattants qui militent pour un éveil citoyen aux quatre coins du monde. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas toujours prêt à accepter des critiques et malheureusement, on va à l'extrémité comme ce qui est arrivé à notre frère
frères haïtiens, ce qui est vraiment une tragédie, non seulement pour le peuple haïtien, mais pour la communauté noire aux 4 coins du monde. Donc, pour en revenir au frère Rumvi, le frère Rumvi, c'est un journaliste chroniqueur qui, au départ, en 2017, était encore au Bénin et pouvait dire un peu ce qu'il pense de la gouvernance. Et comme je l'ai dit dans les propos préliminaires, à partir de 2019, après les législatives où le pays s'est totalement emballé quand ils ont promis faire la politique avec la ruse et la rage, ça a fait que beaucoup de Béninois qui se sentaient inquiétés ont dû quitter le Bénin. Certains ont pu avoir la chance d'aller en France, d'autres sont restés dans la sous-région parfois parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aller plus loin. Donc l'un d'eux, c'est le frère Rumvi, et qui, malgré les conditions difficiles dans lesquelles il vivait en dehors du Bénin, il a continué quand même à suivre de près ce qui se passe au Bénin. Et comme vous l'avez dit, il est l'un des meilleurs chroniqueurs au Bénin, l'un des meilleurs par rapport à la pertinence de ses propos, à la qualité de ses productions, et même ceux qui ne partageaient même pas le contenu aimaient quand même suivre ce qu'il disait. Donc frère Rumvi était en exil, il était réfugié en exil au Togo. Il était entre le Togo et le Ghana, et on a appris, comme vous l'avez rappelé aussi tout à l'heure, que dans la nuit du 12 au 13 août, il a été enlevé par des hommes armés non identifiés à Lomé. À Lomé, qui est la capitale, du Togo. Et on parlait de notre frère haïtien. Vous avez dit, on n'a jamais retrouvé son corps. Et on peut le dire avec pincette, mais on peut prendre le risque de le dire. Peut-être les intentions qui étaient derrière cet enlèvement-là étaient des intentions macabres. Si des Béninois comme Martin Rodriguez n'ont pas eu vent de cette affaire, je pense que peut-être le frère Rumvi aurait pu subir le même sort que l'exemple que vous avez cité tout à l'heure. Donc, voilà quelqu'un qui est réfugié, qui est exilé, qui est protégé par la Convention de Genève des lois internationales. Et on ne peut pas comprendre que le Bénin puisse envoyer des hommes armés dans un pays étranger pour aller l'enlever en toute opacité. Parce que, en principe, qu'est-ce qui devait se passer? Je suppose même, mettons-nous dans l'hypothèse où il y a des choses, on lui reprochait des choses. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans la norme des choses? C'est de contacter les autorités togolaises pour dire, OK, nous avons un citoyen sur votre territoire qui a commis tel acte qui est contraire à nos lois au Bénin. Et qu'est-ce qui devrait se passer dans la légalité? C'est que le Togo devait appréhender ce citoyen-là et enclencher les procédures d'extradition en bonne et due forme. Mais on ne peut pas aller prendre un citoyen de nuit et le faire passer, parce que suivant le récit, parce qu'un de ses avocats a pu le rencontrer, suivant ces récits, c'est que les gens qui l'ont pris avaient peut-être des intentions, d'autres intentions, parce que certains disaient on doit l'amener dans la forêt, d'autres disent on va l'amener au bord de l'océan. Pourquoi on veut l'amener là-bas? Est-ce que c'est pour le liquider physiquement? On ne le sait pas. On ne sait pas la mission qu'on leur a donnée exactement. C'est bien vrai, jusqu'à présent, le gouvernement du Bénin n'a pas encore réagi sur la situation pour qu'on sache leur point de vue. Le Togo aussi n'a pas réagi, mais selon le retour que l'avocat de frère Rumvi nous a fait, c'était quand même, ça faisait froid dans le dos, ce qu'il a subi, la façon dont on l'a amené manu militari du Togo jusqu'au Bénin. Donc frère Rumvi, comme on l'a dit, c'est juste un critique. C'est quelqu'un qui prend les faits, qui dénonce les faits comme tout activiste peut le faire. On ne peut pas le criminaliser pour ça. On ne peut pas aller l'arrêter pour ça. Même si on veut l'arrêter, il faut suivre un certain nombre de procédures. Et ce qui a été fait pour pouvoir enlever frère Rumvi, c'est contraire non seulement aux lois du Bénin, parce que le code de procédure pénale au Bénin dit quoi? Quand vous avez des choses à reprocher à un citoyen, il faut lui envoyer des convocations. Si après 3 convocations ne se présentaient pas, en ce moment-là, vous pouvez aller le chercher. Mais à notre connaissance, en tout cas jusqu'à présent, personne, on n'avait jamais eu vent du fait que le gouvernement du Bénin reprochait des faits à frère Rumvi. On n'a pas eu vent que on lui a adressé, on a essayé de lui adresser des convocations et il n'a pas répondu à ces convocations-là. On n'a pas appris que le gouvernement de Bénin a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Donc, l'action, ce qui a été fait contre frère Rumvi, c'est du gangstérisme d'État. C'est digne d'un film. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à le croire qu'un gouvernement d'un pays supposé démocratique puisse apposer ses actes et comme on a connu pour le frère Rumvi. Donc, voilà un peu les circonstances dans lesquelles il a été pris, il a été enlevé. Et il a été amené de force au Bénin. Aux dernières nouvelles, c'est vrai que quand les gens sont venus pour l'appréhender, heureusement pour lui, il y avait des Togolais qui étaient dans la rue, qui ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les gens ont essayé de s'interposer entre ces ravisseurs et frère Rumvi. Donc, ces gens-là qui ont permis que l'information puisse circuler et ça puisse atteindre certains Béninois qui ont permis de lancer l'alerte et qui nous a permis peut-être de sauver la vie à frère Rumvi. Parce que si personne n'en parlait, peut-être aujourd'hui, peut-être les gens vont dire il a disparu, on n'entend plus parler de lui et personne ne saura ce qui s'est passé
passé avec Frère Onvi. Je vais vous citer, peut-être on peut en revenir. Un autre exemple, toujours dans la semaine. Après Frère Onvi, on a parlé du Frère Onvi, c'est du 12 au 13. Dans la même semaine, c'est-à-dire le 15, 2 jours après, un autre responsable politique, un autre président d'un parti politique a été enlevé à Cotonou. Pas de la même manière, pas des hommes armés, non identifiés, c'est-à-dire qui étaient en civil. Les gens l'ont appréhendé et l'ont forcé à monter à bord d'un véhicule. Et ils l'ont conduit, ils ont tourné en rond à Cotonou. Ils lui ont arraché son passeport et son téléphone. Et après avoir tourné pendant quelques heures à Cotonou, on vient lui dire, on vous présente nos excuses parce qu'on s'est trompé de personne. Donc voilà un peu ce qui se passe au Bénin et c'est à juste titre que les gens aient peur. Les gens ont peur au Bénin à cause de ces actes-là parce qu'on ne veut plus suivre les procédures. Le code de procédure pénale explique de façon claire et lisible comment il faut faire quand on veut convoquer quelqu'un. Mais aujourd'hui, le gouvernement qui est à la tête du Bénin ne veut plus respecter les lois que lui-même s'est doté pour pouvoir gérer le pays. Donc, dans quel état il se trouve? Est-ce que l'avocat vous a dit au moins quel est son état d'esprit, son état physique? Que savez-vous maintenant de ce qu'il vit et de comment il est? Selon la conférence de presse de son avocat, Maître Baparapé, quand il l'a rencontré, il nous a dit qu'il avait le moral, même si pendant le circuit, le trajet qu'il a amené au Bénin, il a perdu pratiquement connaissance parce que les gens l'ont étouffé. Il a été cagoulé, on l'a emballé dans les pailles parce que il faut traverser une frontière quand même parce qu'on est allé le chercher dans un pays étranger au risque des crises diplomatiques que ça peut engendrer tôt ou tard. Donc, il a été étouffé, mais quand l'avocat l'a rencontré, le fait qu'au moins qu'il n'a pas perdu la vie, peut-être s'il est quand même confiant qu'au moins ses parents aujourd'hui savent là où il est. Ses parents, ses admirateurs, les gens savent là où il est. Et si quelque chose se passe aujourd'hui, on sait qui on doit indexer. Au moins, ça rassure quand même les citoyens, même si il est actuellement détenu et on attend le lundi où il sera présenté au procureur de la République du tribunal spécial et puis on saura quels sont les reproches. Parce que jusqu'à présent, l'avocat lui-même a dit on ne sait pas encore ce qu'on lui reproche. C'est ça qui déchire les Béninois aujourd'hui. On va te prendre et c'est après qu'on t'ait arrêté qu'on essaie de créer ton chef d'accusation. C'est comme je vous citais le nom de monsieur Wilfried Avoyon qui est président du parti. On allait le prendre en circulation. Il n'avait pas un document du procureur, un mandat d'arrêt. Ils n'ont rien. On allait juste le prendre. On a pris son téléphone. On a fouillé son téléphone. Qu'est-ce qu'on cherche? On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Donc, au fait, ils partent. On va t'enlever. On va t'arrêter. Et puis, c'est comme ils vont entrer au laboratoire pour créer de toutes pièces un chef d'accusation pour te mettre en prison. Donc, jusqu'à présent, depuis le lundi au mardi qu'on l'a arrêté, on ne sait pas encore ce qu'on lui reproche. Donc, c'est quand même inadmissible à notre époque. Ça me plonge, même si j'ai pas eu cette expérience-là de la dictature des Duvalier, mais ça me rappelle aux histoires que mon père me racontait, le fait que les ressortissants aussi pouvaient être en danger. Je fais beaucoup d'attention à ce que je dis parce que là, on va parler vraiment face au conditionnel parce qu'il y a certains éléments qu'on ne sait pas encore. On va attendre que l'avocat ait l'opportunité de se présenter en cours, mais on sait que naturellement, avec les preuves qui sont là, qui sont tangibles, qu'il a été appréhendé, il a fait le trajet du Togo au Bénin, ça c'est certain, il est détenu quelque part, donc ce sont des preuves. Donc on n'est pas en train de dire c'est la faute à telle ou telle personne. On sait, tu as dit, on espère que toute la lumière sera la faite. On a l'impression que l'opinion publique est mitigée. J'écoute certaines personnes, j'essaie de comprendre la mentalité, ce qui est derrière. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une vidéo de Monsieur Bertin Covy, qui, semble-t-il, était prisonnier, qui a vécu certaines expériences malencontreuses ou quasiment les mêmes et qui, lui, se retourne maintenant pour dire quasiment, t'as été mon gars un peu naïf, il fallait que tu la fermes. Est-ce que c'est vraiment l'attitude que le Béninois d'aujourd'hui devrait avoir face à de telles exactions, à de tels éléments qui se passent au pays? Je connais bien Bertin Covy et comme vous l'avez dit, il a vécu exactement les mêmes choses parce que au début, en 2017, il était opposant aussi et il dénonçait les dérives du pouvoir et on a organisé, selon ses dires, d'accord, on a organisé la même chose, c'est-à-dire un kidnapping. Lui aussi, il était réfugié en Guinée équatoriale et on est allé l'appréhender. Aussi, on voulait l'amener, selon ce qu'il a dit, de force au Bénin. Donc, cela veut dire que c'est pas ce qui est arrivé après Rumvi ne date pas d'aujourd'hui.
C'est comme une habitude de ce pouvoir-là d'aller prendre les opposants, les gens qui gênent le pouvoir, qui empêchent un peu les dérives qu'on voit, d'aller les prendre de force. Maintenant, Bertin Korovi, dans un miracle qu'on n'a pas compris, est devenu aujourd'hui le plus grand défenseur du pouvoir, ou que lui-même a crié partout que ce pouvoir voulait l'assassiner. Mais ce Bertin Korovi devient aujourd'hui le plus grand défenseur. Maintenant, il dit peut-être que le frère Mouvi a été naïf. C'est pas là le problème. C'est pas que le frère Mouvi a été naïf. Les gens reprochent au frère Mouvi parce que il critique le gouvernement. Il ne devrait pas être au Togo parce que le Togo est trop proche du Bénin. On peut tout lui reprocher. Mais est-ce que c'est une raison pour qu'un pouvoir responsable puisse aller enlever un citoyen en dehors de toute procédure légale et juridique? Non. C'est des faux procès qu'on peut faire. Et on ne peut pas accepter, on ne peut pas cautionner de tels actes parce que ça peut arriver à tout le monde. Monsieur Wilfried Avoyon, qui 2 jours après frère Mouvi a été enlevé en pleine rue à Cotonou. Donc cela veut dire que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Donc nous tous en tant que citoyens, béninois, même africains, on doit condamner ces faits pour que, même si on te reproche quelque chose, il faut que ça soit fait dans la légalité, qu'on puisse suivre les lois du pays pour qu'on puisse suivre plutôt une procédure donnée. Sinon, si on laisse le champ libre à chaque pouvoir d'aller enlever les gens sur leur lit, d'aller enlever les gens, notamment, si personne n'est au courant, on peut vous faire disparaître. Monsieur Wilfried Avoyon, dont je parlais, lui-même l'a dit dans sa déclaration, il a dit qu'il était seul. Donc, si on l'a emporté comme ça, cela veut dire qu'on pouvait aller le tuer, puisqu'il était seul, personne ne saura là où il était. Donc, on va constater 2 jours après, mais où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a voyagé? On va commencer à spéculer et on ne pourra pas le retracer parce qu'il était seul. Donc, on ne peut pas admettre que dans un pays normal qu'on puisse avoir ces actes-là. Donc, nous, on peut spéculer, on peut reprocher tout à frère Mouvi d'être à côté du Bénin, il aurait pu être au Sénégal ou un peu plus loin, mais c'est pas là la question. Est-ce que les actes qui ont été posés contre frère Mouvi, est-ce que c'est des actes légaux? C'est toute la question. Parce qu'aujourd'hui même, on ne connaît même pas ce qu'on lui reproche. Après 3 ou 4 jours, le gouvernement n'est pas sorti pour dire, nous avons envoyé des policiers aller arrêter un citoyen au Togo parce que il a volé le pays, parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il est impliqué dans des... On n'a rien dit jusqu'à présent. Donc, on attend quoi? Donc, les gens sont en train de réfléchir encore pour voir qu'est-ce qu'on va lui coller pour pouvoir le déposer en prison. Je crois que c'est là où on va. Et là, il y a quelqu'un qui lui a répondu. J'ai eu 2 réponses assez corsées. Premièrement, une réponse d'une dame, je crois, du nom de Nelly Dodino, oui, c'est ça. Dodino, qui a vraiment saisi tous les Béninois et pour cause, pour dire que, écoutez, là, vous devez commencer à changer et vous devez changer votre façon de voir le pouvoir et votre façon de défendre les droits de la personne. En tout cas, et c'est un délice, je vais essayer aussi de mettre dans la barre son commentaire qui est assez long et très important. Il y a aussi eu une réponse justement que j'ai de l'ambassadeur Omar Aruna qui aussi a repris Monsieur Kouvi pour lui dire que, écoute là, c'est grâce à moi que tu es encore là parce que tu aurais pu subir le même sort et tu viens de le dire, mais comme j'étais là, il y a eu une intervention, donc tu es encore vivant, il faut avoir un peu de sagesse et d'humilité. Quand j'ai écouté justement Monsieur Bertin et Kouvi, je me dis, mais n'est-ce pas ce que certains Haïtiens reprochaient aux militants d'alors pour leur dire, mais s'ils étaient juste gentils et qu'ils se fermaient les yeux par rapport à ce qui se passait, ils seraient pas en prison, ils seraient pas tués. Donne à la victime le poids du bourreau et c'est malheureux. Je voulais absolument sortir ce commentaire-là parce que ça n'a pas de sens. Un pays qui se dit démocrate devrait tout simplement utiliser les principes légaux pour justement faire fonctionner la justice. Oui, je voulais... Oui, encore que, parce que moi, je dis toujours, lorsqu'on parle des questions de justice, c'est pas des questions politiques. Donc, on ne doit pas dire, je soutiens le pouvoir, je ne soutiens pas le pouvoir. On est en face d'une question de droit, d'une question juridique, et face à les questions de justice sociale, on doit se mettre ensemble en tant que peuple pour dire, là, nous ne pouvons pas l'accepter. Oui, je soutiens le pouvoir, quelqu'un peut dire, je soutiens le pouvoir, mais sur les questions de droits de l'homme, non, je ne peux pas accepter que vous fassiez telle chose à mes compatriotes. Ça, on devrait être unanime. Donc, c'est par rapport au commentaire de Bertin Korovi, et puis vous l'avez rappelé, mon ambassadeur Omar Aruna, qui a pratiquement sauvé Bertin Korovi de la même chose. Parce que quand il a été arrêté en Guinée équatoriale, on l'a gardé parce que le gouvernement du Bénin a dit qu'il voulait organiser il recrute des gens pour le terrorisme en Guinée équatoriale. Et c'est normal que le gouvernement guinéen aille voir de plus près. Et on dit, si quelqu'un est sur votre sol,
sol et qui est en train de recruter des terroristes. Donc, eux, ils sont allés le voir, ils sont allés l'appréhender, on l'a déposé en prison et puis ils ont demandé au gouvernement béninois de fournir les preuves. Mais le gouvernement béninois n'a pas été capable de fournir les preuves. Donc, ils l'ont gardé quelques mois, ils ont dit, mais finalement, on vous a donné du temps, vous n'avez pas les preuves, on va le libérer. Donc, il a été mis à la disposition du HCR, du Haut Commissariat pour les réfugiés. Et en ce moment, il fallait une destination. Est-ce qu'il voulait venir au Togo? Et l'ambassadeur en ce moment a dit, c'est pas une bonne idée d'aller au Togo. Donc, l'ambassadeur l'a aidé à aller au Ghana, l'a accompagné à aller avec ses relations pour qu'il aille s'installer au Ghana. S'il était allé au Togo, peut-être les gens allaient le chercher comme on a fait pour Frère Onvi. Donc, il ne peut pas, pour lui qui a vécu pratiquement les mêmes choses, ne peut pas aujourd'hui dire ce qu'on entend de lui, ce qui c'est quand même déplorable, ce que cette déclaration ces derniers jours. On a vu que la jeunesse se met en branle, la jeunesse demande au gouvernement grâce, faites en sorte que le frère Onvi ne reste pas à pourrir en prison et surtout ne mettez pas sa vie en danger. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est le seul moyen effectivement de raisonner le gouvernement actuel ou est-ce qu'il y a autre chose que la jeunesse, comme j'ai dit il y a quelque temps, les afro-descendants et descendantes, les africanistes peuvent faire pour justement aider ce frère-là et s'assurer qu'il reste en vie? Moi, je pense que, à mon avis, on lui a déjà sauvé la vie. Aujourd'hui, moi, je reste convaincu qu'on lui a déjà sauvé la vie parce que le fait que on a eu la chance, ou il a été chanceux, j'allais dire, que l'information a circulé et parce que jusqu'au moment où sur ma chaîne, on a dénoncé son arrestation, personne n'était au courant. Cela veut dire que les gens attendaient parce que le gouvernement n'a jamais dit qu'il allait chercher un citoyen au Togo. Donc, juste là, l'information, personne n'était au courant. Donc, je pense que à l'heure où on est, on lui a déjà sauvé la vie. Donc, cela veut dire que si demain matin, on apprend qu'il meurt en prison, c'est qu'on sait qui a attaqué. Même s'ils sont au pouvoir, on ne peut rien faire aujourd'hui. Même si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont finir par répondre. Donc, ils ne vont plus, personne n'aura le courage d'attenter à sa vie. La deuxième chose, maintenant que les gens demandent la grâce présidentielle, moi, je ne pense pas que c'est la solution parce que ce gouvernement-là ne peut pas donner autant de mal pour aller le chercher au Togo avec tous les risques de crise diplomatique avec le gouvernement togolais pour venir le libérer après. Donc, je pense que Frère Onvi sera déposé en prison et comme on sait que au Bénin, la justice a été totalement affaiblie, les magistrats ne sont plus indépendants. Donc, il sera, dans le meilleur des cas, il sera condamné 10 ans ou 20 ans de prison ou il sera oublié en prison. Je vais vous citer un autre cas, quelqu'un qui est pratiquement dans le même rôle que Frère Onvi, qui s'appelle Rémi Nyambako, qui est un homme d'un certain âge, je pense qu'il a 73 ans, qui dénonçait les mêmes choses que Frère Onvi. Et il y a quelques mois, il a été arrêté aussi. Et lui, il a eu plus de chance et on l'a arrêté, on l'a gardé quelques jours, mais il est sur convocation, c'est-à-dire il est encore à la disposition de la justice. Son dossier n'est pas encore vidé. Mais lorsqu'on te met sur convocation, c'est que tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est une façon de te faire taire. Donc, il ne peut plus parler parce qu'il est devant la justice. Même s'il est en liberté, il est chez lui, mais il ne peut plus prendre la parole. C'est une façon pour te dire, tu dois fermer, tu ne peux plus parler. Donc, c'est ce qui est arrivé à ce monsieur, Rémi Nyambako. Donc, moi, je pense que le gouvernement du Bénin ne peut pas donner autant de mal pour finir par le libérer comme de rien n'était. Je pense qu'il sera déposé en prison. Mais on est à 2 ans de la fin du mandat de Patrice Talon parce que il a droit à 2 mandats. En tout cas, sur la base de la constitution qu'on a aujourd'hui, il a droit à 2 mandats. Donc, en espérant que 2026, on a les élections générales en 2026, est-ce qu'il y aura un changement radical de pouvoir et quelqu'un de l'opposition va prendre le pouvoir et puis permettre de libérer tous les Béninois qui sont en prison pour leur opinion? On espère de voir. Mais n'attendons pas grand-chose du pouvoir qui est là actuellement. Et les actes qui sont posés parce que quand vous avez un gouvernement qui a 2 ans de la fin de son mandat, c'est pas en ce moment-là qu'on va poser des actes qu'on est en train de voir. Donc, c'est ça qui fait dire à certains des Béninois que Patrice Talon ne veut pas partir, ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que s'il sait qu'il va quitter le pouvoir et que demain, dans à peine moins de 24 mois, il sera un citoyen comme tout le monde et puis on peut l'amener devant la justice lui-même. S'il sait que ça peut lui arriver, il ne va pas continuer à poser ces actes-là. Donc, beaucoup soupçonnent que il veut faire taire tout le monde parce que pour faire un autre coup de force en 2026 pour pouvoir faire un 3e mandat, un 4e mandat ou s'éterniser au pouvoir. Alors, il y a énormément à dire. Très sincèrement, je pense que c'est une émission qui va se répéter. Il y aura une 2e partie parce que, premièrement, on n'a pas eu le temps de voir la sous-région, comment le Bénin s'en sort avec tout ce que l'on a entendu, qui a essayé de faire certains coups à certains pays, frères et qui sont de proximité avec la frontière et tout ça. Donc, ça, c'est des décisions que prend le gouvernement qui inquiètent énormément les gens à travers le monde
et je suppose aussi des Béninois parce qu'ils savent que ils sont enclavés avec certains pays, doivent rester dans une certaine harmonie. Et donc, on y reviendra sur tout ça, mais on voulait absolument centrer cette interview sur la situation du frère Humvi parce que je vais te dire très sincèrement, j'ai été naturellement touchée parce que moi, la justice sociale est quelque chose qui me tient dans mes tripes, dans mes entrailles et je voulais qu'on fasse cette émission-là pour parler de cette situation et comme j'ai dit, commémorer, revoir, mettre en lumière le passage sur terre de notre cher Lovinski Pierre-Antoine qui nous a laissé aussi un 12 août. Alors voilà, et là, il faut qu'on se laisse sur quelque chose. Quelles sont les étapes ou les actions possibles que la diaspora béninoise pourra mettre en branle, que les Béninois, la jeunesse béninoise a en tête pour justement se dire, Monsieur Talon, votre gouvernance nous amène dans des tangentes qu'on n'aime pas, alors il faut corriger le tir. Effectivement, on n'a pas eu le temps d'aborder des questions de la sous-région et on peut le dire même, l'arrestation de Frère Humvi est liée à toutes ces questions-là parce que Frère Humvi dénonce les décisions prises par ce gouvernement-là qui fragilise les relations de bon voisinage de la sous-région. On a la situation entre le Bénin et le Niger qui date depuis un an où la frontière est fermée. Peut-être on aura l'occasion d'en revenir. Donc, on a toutes ces situations. Le Bénin aujourd'hui n'a pas de bonnes relations pratiquement avec aucun de ces pays, ni avec le Togo, ni avec le Burkina, ni avec le Niger. Peut-être avec le nouveau président nigérien qui, au début, quand il est arrivé, on avait eu un peu l'impression que Talon se rapprochait de lui, mais les trois autres, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on va dire forcément que les autres qui sont mauvais ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au Bénin ou les décisions qui sont prises par le gouvernement du Bénin qui ne facilitent pas les relations de bon voisinage avec les autres. Quand vous allez chercher un citoyen et apparemment le gouvernement du Togo n'était pas au courant, en tout cas, on attend toujours que le Togo réagisse. Si on part du principe que le gouvernement togolais n'est pas au courant de cet enlèvement-là, c'est pas des actes à poser si on veut avoir de bonnes relations avec son voisin. Donc, c'est la même chose. On a fermé la frontière de façon unilatérale et empêchant des denrées de première nécessité, des médicaments qui transitaient par le port de Cotonou pour aller dans ces pays qui n'ont pas accès au littoral, à la mer. Donc, c'est les éléments sur lesquels on peut revenir. Maintenant, pour la situation actuelle du Bénin, la diaspora, déjà, la lettre qui a été donnée est venue de la diaspora parce qu'au Bénin, c'est difficile. Si quelqu'un avait eu le courage de dire ça au Bénin, lui aussi aurait été arrêté. Donc, c'est venu des États-Unis, monsieur Martin Rodriguez, qu'on devrait d'ailleurs remercier, qui avait eu vent, qui a dit, il faut aller vite. Parce que si on perd une heure, peut-être on va aller chercher son corps au bord de l'océan ou bien dans une forêt. Donc, c'était déjà important que la diaspora a pris cette initiative pour informer la communauté internationale. Je pense que l'ONU aussi a été saisie. Le groupe de travail de l'ONU sur les droits de l'homme a été saisi aussi de ce cas. En plus des cas qu'on a déjà, qui ont été déjà transférés à ce groupe-là. Le cas de Humvi a été déjà envoyé. Mais, de façon définitive, le changement au Bénin doit venir des Béninois. Donc, doit venir de l'éveil citoyen des Béninois qui doivent à un moment donné pour dire nous voulons vivre ensemble, nous voulons rebâtir le vivre ensemble qui a permis à Patrice Talon. N'oubliez pas que je ne l'ai pas dit, sous le président précédent, lui aussi a été en exil. Et il a quitté l'exil pour prendre le pouvoir. Et il a dit, quand il a pris le pouvoir, le président qui était là, qui était Yahi Boni, avait aussi son propre candidat. Et lui était candidat de l'opposition, qu'il a battu le candidat du pouvoir et l'autre lui a transféré le pouvoir de façon pacifique. Parce que l'autre avait la main sur la police, il pouvait dire non, il peut tricher, il peut faire tout et ça va conduire à des violences qu'on a connues sur Patrice Talon. Donc, c'est pour éviter des pertes en vies humaines inutiles que l'autre, même si son candidat a perdu, il a quand même laissé le pouvoir tranquillement et il est parti. Et c'est ça qu'on demande à Patrice Talon depuis 4 ans. Tu as organisé 3 élections et pendant ces 3 élections, il y a eu des morts. Alors que pendant 30 ans, on a organisé près de 8 élections, il n'y a pas eu un seul mort. Toi, tu es venu en 8 ans, tu as organisé 3 élections. Pendant les 3 élections, il y a eu toujours des morts. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont tu conçois le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas personnel. Le pouvoir, c'est tu es au service des citoyens et non les citoyens doivent se mettre à ton service. Il faut que on puisse le changer dans la tête de ceux qui dirigent le Bénin pour que on puisse remettre l'homme au centre des décisions. On ne peut pas dire qu'il veut développer le Bénin et c'est pour développer le Bénin, on a besoin de mettre tout le monde en prison. On a besoin d'organiser les élections qui finissent en bain de sang. Non, on a beaucoup de pays africains. Je n'ai pas besoin de citer même les pays occidentaux
occidentaux, on a des pays africains qui avancent, qui font leur marche vers le développement, mais sans nécessairement avoir des prisonniers politiques, sans nécessairement qu'il y ait des morts à chaque élection. Donc, on est capable de le faire aussi. Donc, c'est ça, on demande à Patrice Talon, c'est ça que les Béninois, au-delà de la politique, on devrait se donner la main pour dire le vivre ensemble qui a permis d'organiser des élections pacifiques pendant 30 ans, il faut qu'on retrouve ce vivre ensemble-là et on a encore la capacité en tant que peuple de le faire et de le rebâtir. Merci énormément, Jules. Donc, on a eu le plaisir d'avoir Jules, comme je l'ai dit, dans un laps de temps remarquable. Merci, Jules Josso, d'avoir répondu rapidement à cette invitation. Comme je viens à peine de le dire, ce ne sera pas la dernière parce qu'il faut qu'on aille vraiment en profondeur en ce qui concerne la sous-région et tout ce qui pourrait en résulter en termes de diplomatie, de contact, d'éveil, de réveil des citoyens, citoyennes béninois. Alors, on va y revenir à un moment donné. Je peux pas vous dire exactement quand, mais vous êtes là, vous êtes branchés. Continuez de nous suivre. Comme ça, vous allez aussi vous acquérir des nouvelles informations qu'on espère qu'on aura dès que possible sur la situation du frère Humvi. Alors, dernier mot de sagesse. Non, moi, je voudrais juste vous remercier d'abord de nous avoir donné l'occasion parce que souvent de loin, les gens regardent nos pays et ils ne savent pas toujours tout ce qui se passe. Donc, moi, j'ai apporté, suivant ma compréhension, suivant ce que je suis quand même de très près l'actualité au Bénin, ce que je sais de ce qui se passe. Et ça permet aux gens aussi d'aller chercher, d'aller pas seulement rester à ce que moi j'ai dit. Ça leur permet d'avoir quand même quelques bases d'informations et d'aller chercher la contradiction, d'aller chercher d'autres informations complémentaires par rapport au Bénin. Parce que, en réalité, ce qui se passe au Bénin doit être une préoccupation, pas seulement des Béninois, pas seulement des Togolais, mais de tous les Africains, de tout. Parce que quand ça déchire, quand un pays plonge dans la violence, ça impacte le reste du monde. Ça impacte les pays voisins, les réfugiés, on n'a plus les moyens. Déjà, même les pays en paix n'arrivent pas à subvenir correctement à leurs citoyens. Mais lorsque les pays, ça dégénère en violence, et ça crée quand même de graves conséquences, aussi bien dans ces pays-là ou dans la sous-région. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est de revenir à la raison et de revoir le Bénin, de respecter le Bénin, de respecter les lois du Bénin et d'agir de telle sorte que les citoyens béninois se sentent libres de dire ce qu'ils pensent, d'entrer, de sortir de notre pays sans avoir peur pour leur vie, sans avoir peur pour leur famille. Et on l'a fait par le passé. Je pense que le Béninois est capable aussi de se réinventer pour pouvoir restaurer ce vivre ensemble avec tous les Béninois sans exclusion. Alors, merci encore et vous savez quoi faire. Comme je le dis, nous avons une responsabilité civile. Il faut vraiment l'exercer dans la mesure que la fraternité, la justice, la dignité de tout peuple, de toute personne sur cette planète nous incombe et nous devons faire notre part. Et on a fait notre part aujourd'hui et on espère que le gouvernement nous a écoutés et que le frère Humvi quittera sa cellule dès que possible. S'il n'y a absolument rien à lui reprocher naturellement au niveau légal, n'est-ce pas? Alors, merci d'avoir été là et comme d'hab, partagez la vidéo, propagez-la. Il faut carrément supporter les autres et le pouce bleu comme d'hab. Faites tout ce que vous savez qui est important d'être fait. Et sur ce, je vous dis comme d'hab, Kebe Jampalage, un pile l'amour, bisous et à la prochaine.